I love you, thank you. Il y a tout juste 25 ans, sortait l'album Bad, le disque qui a sacré Michael Jackson, roi de la pop. La plupart de mes rêves sont devenus réalité et j'en suis très heureux. 45 millions d'exemplaires vendus à ce jour, 9 singles, une tournée pharaonique, le Bad Tour. Nous allons vous raconter l'histoire de cet album culte et de ces 3 années où tout a basculé dans la vie de Michael. C'est l'album le plus attendu de tous les temps quand Bad sort. J'ai l'impression que c'est une arme sonique, quoi, où on reste comme ça en disant merde. Bad, l'album de la mutation. 5 ans après la sortie de la bombe Thriller, Michael Jackson impose un nouveau personnage, plus rock, plus viril, à l'opposé de celui qu'il est vraiment. Il veut devenir tellement viril qu'il invente ce mouvement où il se passe la main comme ça devant les parties. Bon, c'est assez étrange. C'était très osé pour l'époque. Pour la première fois, vous saurez tout sur les secrets de cet album mythique. La véritable histoire du morceau Bad, qui était au départ un duo avec son rival numéro 1, Prince. Nous allons aussi vous révéler un morceau inédit de Michael Jackson en français. Avec des documents rares comme cette interview de la star et des témoignages exclusifs de ses proches comme Frank Cascio, son confident pendant 25 ans. Vous découvrirez le personnage que Michael a créé pour faire de cet album un événement. Blanc, noir, gentil, mauvais, qui est le vrai Michael? Son dos ressemblait à celui d'un léopard. Le médecin lui a donné ce produit pour blanchir la peau, pour que ça devienne uniforme. Pourquoi Michael Jackson a-t-il voulu casser son image avec Bad? Qui était Frank DiLeo, le manager de l'ombre qui a fait de lui une star hors du commun? Quels étaient ses rapports avec les groupies et les femmes? À quoi ressemblent les coulisses de Neverland, le parc féerique entièrement imaginé par Michael à cette époque? Voici l'histoire de Michael Jackson et des années Bad. Michael Jackson, une carrière incroyable qui a commencé en 1964. À cette époque, Joe Jackson, le père de Michael, monte un groupe avec ses 5 fils. Les Jackson 5 enchaînent les tubes et deviennent un phénomène. Ans et 20 albums plus tard, Michael est devenu un adulte et le leader incontesté du groupe. Ses frères sont encore là, mais la star, c'est lui. C'est alors qu'il fait une rencontre décisive, celle de Quincy Jones. Ce célèbre producteur de musique qui a travaillé avec les plus grands, de Count Basie à Ray Charles, en passant par Sinatra, lui fait enregistrer ses 2 premiers albums solo. Tout commence en 1979 avec Off the Wall. Michael a 21 ans. Suivi en 1982 par Thriller. Une explosion dans l'histoire de la pop en général, puisque ce Thriller va battre tous les records. Thriller est l'album le plus vendu de tous les temps en 1984. Déjà, il a vendu 40 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est 2 fois plus que la meilleure vente de l'époque. Michael Jackson a à peine 25 ans et il est devenu, en l'espace de 20 années de carrière, la plus grande star du monde. On parle d'un phénomène. La star, c'est Michael. Michael. Malgré le succès phénoménal de Thriller, Michael fait une dernière tournée aux États-Unis et au Canada avec ses frères, le Victory Tour. Mais sa tête est ailleurs. Il pense déjà à son futur projet, un album impossible, capable de faire encore mieux que Thriller. We are the ones who make a brighter day.
1985. Michael Jackson a réuni en studio les plus grands artistes du moment pour enregistrer We Are the World, une chanson caritative destinée à lutter contre la famine en Afrique. Personne ne le sait encore, mais après cet enregistrement, Michael va disparaître pendant 2 ans pour se consacrer au projet le plus ambitieux de sa carrière, Bad. Là, il y a vraiment un album qui commence à se mettre en route, qui est en fait l'album impossible, puisque l'idée, c'est quand même, dans la tête de Michael, de faire mieux que Thriller. Et plus, quand on a fait Thriller, là, ça devient vraiment compliqué. Et pour ça, il va en fait prendre un manager qui est Frank DiLeo, qui lui va lui dire, Michael, on va en faire 100 millions. On va vendre 100 millions d'albums. C'était l'objectif qu'il s'était fixé. Il avait inscrit ça sur un post-it sur le miroir de sa salle de bain. Et chaque jour, il voyait ça, c'était son objectif. Il pensait qu'en se répétant ce message chaque jour, il y avait plus de chances que ça se produise. Après la folie Thriller, Michael part donc se réfugier dans la maison familiale d'Encino en Californie, où il vit encore avec ses parents. Il s'enferme dans ce qu'il appelle son labo, un endroit mystérieux où il compose les premières maquettes de l'album Bad. Michael n'est pas quelqu'un qui a beaucoup raconté comment il écrivait ses morceaux. Ce qu'il aimait bien dire, c'est que ça n'était pas vraiment lui qui les écrivait. Dans le sens, non pas qu'il avait des nègres, mais qu'il avait une espèce d'intervention divine qui passait entre lui et sa main. Dans cette interview qui date de 1988, Michael Jackson tente d'expliquer à un journaliste australien comment il compose ses tubes. Un moment rare quand on sait que l'artiste n'accordait à l'époque aucune interview. J'essaye juste d'écrire et de réunir les chansons dans ma tête. Ça peut prendre 1 an ou plus. C'est difficile de dire comment la musique se crée. J'ai le sentiment que c'est spirituel et divin. C'est pourquoi j'ai du mal à expliquer comment ça marche. Il pouvait, je pense, tapoter sur un piano, faire de la rythmique, mais ce qu'il aimait bien, c'était chanter vocalement les parties des différents instruments. Michael est à la recherche d'un nouveau son, un son qu'il va aller chercher très loin de ses influences musicales directes. Quand on regarde les charts internationaux, en 1985, qu'est-ce qui cartonne au niveau mondial? C'est le hard rock. Le hard rock est très très important aux États-Unis, avec des groupes comme Motley Crue qui explosent tout. MTV arrête pas de passer les clips de ces chevelus qui font de l'espèce de glam hard rock. Et ça, Michael Jackson, on ne le sait pas encore, mais va beaucoup s'en imprégner de ce son-là. Michael ne peut pas refaire un Thriller avec des chansons un peu ados, sur des histoires d'amour bubblegum, etc. Il faut qu'il y ait un petit plus. Donc il commence à travailler sur un disque qui sera finalement plus rock et plus agressif. Pour définir ce son, Michael reforme la Dream Team de Thriller, composée de Quincy Jones, son producteur, et Bruce Sweetgun, son ingénieur du son. 2 monstres de la musique qui ont travaillé avec les plus grands. Quincy, qui est arrivé au summum de son art d'arranger, arrive aussi au summum de la technique grâce à Bruce Sweetgun, l'ingénieur du son, qui est fondamental. Ce que Michael voulait faire, c'était créer toujours quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été entendu. Donc il poussait tous ses collaborateurs à chercher le petit plus. Et avec Bruce Sweetgun, c'était chercher des nouveaux sons, chercher une nouvelle manière de compresser les sons. Et c'est lui qui va inventer ces sons de batterie assez énormes, c'est-à-dire qu'il part d'un vrai son de caisse claire et puis il rajoute un son métallique ou un claquement de porte, il va mixer les deux, il va réenregistrer ça, puis à ça il va rajouter encore quelque chose d'autre. Pendant près d'1 an, le trio s'enferme dans un studio de Los Angeles. Cette fois-ci, Michael Jackson est seul maître à bord. Il contrôle tout. Christine Decroix, une de ses proches à l'époque, qui a passé du temps avec lui en studio, se souvient. Il était complètement impliqué dans son travail et dans cet album. C'était pas le chanteur qui venait, qui chantait sa chanson et puis qui partait. Non, il s'intéressait à la musique, il était au courant de tout. Comment on allait mixer, s'il y avait besoin de plus de basse, moins de basse, il dirigeait tout. C'est Bruce Whedon qui raconte qu'il y a certains mixages où ils en sont à 80 versions de mixage. C'est une espèce de folie puisqu'on est pris dans l'univers de son et pour en arriver à des résultats qui pour l'oreille humaine de n'importe qui seraient presque tous semblables et pour ces espèces de supermen de la musique vont être ah non là il y a un petit truc qui fait que on peut faire mieux, on peut faire autrement. Avec cet album Bad, il met en avant le fait que c'est lui qui va composer tous les morceaux, 9 sur 11, et que d'un seul coup, la personne qui était derrière lui, Quincy Jones pour Thriller, est un peu mis en retrait. Il fait presque toutes les voix, il fait la majorité des compositions, il est omniprésent, c'est son album.
Avec cet album plus rock, Michael espère aussi conforter sa place de leader. Michael Jackson, sa position est assez compliquée finalement après Thriller, parce que être le numéro 1, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a Madonna et Prince qui arrivent derrière et qui veulent le bouffer tout cru. Donc il y a une espèce d'émulation entre ces stars de la pop, chacun essayant de dire par film, par tournée ou par disque interposé, le meilleur c'est moi. D'un côté, on a l'artiste mégalo, Prince, et de l'autre côté, on a cette fille qui met en avant sa sexualité, Madonna. Et Michael Jackson, avec Bad, son challenge, ça va être de prouver le contraire, de prouver qu'il est un artiste aussi fou que Prince. Et un artiste qui peut aller plus loin, finalement, peut-être dans la provocation que Madonna. Pour réussir ce challenge, Michael Jackson doit réussir son retour. C'est là qu'un personnage clé intervient, son manager, Frank DiLeo. Vous êtes toujours disponible pour lui, c'est ça votre travail. Quand il vous appelle, Frank, vous êtes là. Absolument, oui. C'est mon travail. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je suis sous contrat exclusif. Il avait des liens avec la pègre, c'est pas vraiment un secret, et il utilisait une technique qui a fait beaucoup de remous, qui s'appelait le payola, qui consiste à donner du cash aux radios pour qu'elles passent le disque. C'est l'âme damnée, le manager qui ne s'occupe pas de 2 ou 3 artistes, mais de un, le plus gros, et qui va essayer de l'amener au sommet. 2 mois avant la sortie de Bad, pour faire monter l'attente du public, la maison de disques de Michael et Frank DiLeo organisent des écoutes très privées de l'album. Dans le monde entier, la tension monte d'un cran. J'ai un souvenir très précis, c'est l'écoute de l'album avant qu'il sorte dans des conditions de paranoïa totale dans la maison de disques, CBS. On avait, évidemment, il n'était pas question d'avoir des cassettes, donc il fallait y aller. On écoutait sur un casque, c'était même pas sur une sono, et le son était très faible sur le casque. Et je dis, on peut pas être plus fort. Et l'attachée de presse, Marie-Laurence, à l'époque, me dit « Ah non, on peut pas. » Genre comme si on avait peur que le son sorte du casque pour fuiter quelque part, on ne sait pas. C'était la parano totale. 22 juillet 87, Michael Jackson est enfin de retour. Le premier single de Bad, I Just Can't Stop Loving You, sort et fait carrément la une des JT. Bonjour, regardez bien, voici Michael Jackson sur la une, en exclusivité. Ce qui sera dans le commerce demain, que personne n'a encore entendu, c'est-à-dire extrait de cet album Bad, Michael Jackson avec Sierra Garrett, mais regardez Jackson. Le premier single, I Just Can't Stop Loving You, est un single qui n'a pas de vidéo. Ce qui, à l'époque, paraît carrément bizarre, puisque on se dit, un type qui a révolutionné le monde de la pop avec Thriller et Beat It, il sort un nouveau single et il n'y a pas de clip. Mais en fait, Michael a reproduit ce qu'il avait fait avec Thriller. Il était très superstitieux. Il voulait que les choses se reproduisent dans le même ordre, donc il fallait sortir un duo en premier single, un slow, pas de clip. Et c'est ce qu'il a fait avec Bad à nouveau. L'idée, c'était de ne pas sortir l'arme atomique tout de suite. Si on balance Bad tout de suite, les gens vont être assourdis. C'est trop brutal. Et donc il faut préparer l'oreille, il faut que les gens s'habituent et surtout sachent qu'il y a le nouvel album de Michael Jackson. C'était un petit peu pour que les gens se disent « Ah, c'est tout ?» Et puis, oh, finalement, c'est pas mal quand même. Parce que mine de rien, quand on l'a écouté 2-3 fois, ça reste. Ce que peu de gens savent, c'est que l'impact de ce premier single en France a failli être bien plus grand, car Michael avait enregistré une version française de I Just Can't Stop Loving You. C'est son amie Christine Decroix qui avait écrit cette version pour lui un peu par hasard. C'est arrivé en studio, ils enregistraient I Just Can't Stop Loving You. Je suis restée une petite heure et la chanson me rappelait quelque chose de personnel que j'avais vécu. Et donc, j'étais assez touchée par la chanson, donc j'étais derrière la console et j'ai commencé à griffonner trois petites phrases. Un peu plus tard, Michael tombe par hasard sur le texte en français et insiste pour que Christine le finisse. C'est ainsi que I Just Can't Stop Loving You devient « Je ne veux pas la fin de nous ». J'écris la chanson en une nuit et bon, c'est sûr que c'est pas du Shakespeare, c'est du Michael Jackson.
Une version qui, pour le plus grand regret des fans, n'est pas sortie sur le marché à l'époque. Et pourtant, Michael Jackson l'a bien enregistrée. Voilà ce qu'il disait. Je ferme les yeux, je me sauverai sans toi, je vois. J'aimerais t'appeler, j'aimerais prononcer que toi. Ce que je ressens, personne ne comprend. Je me sens si bien de t'aimer. Pour la première fois, je sais que c'est toi. J'ai besoin de rêver, je vais t'emmener. La vie avec tes... Sans oublier le refrain. La vie avec toi, je ne peux pas la fin de nous. Je ne peux pas la fin de nous. Et si ça stoppe, je crois que je deviens fou. Je ne veux pas la fin de nous. Aujourd'hui, Je ne veux pas la fin de nous est enfin disponible dans le commerce, mais à l'époque, quand la chanson a été envoyée à la maison de disques en France, l'accueil n'a pas été aussi enthousiaste que prévu. Les responsables de la maison de disques en France ont trouvé que les paroles n'étaient peut-être pas adaptées au marché français. Je pense que c'était on va vous envoyer quelqu'un de connu. Parce que c'est quand même Michael Jackson, donc on va vous envoyer quelqu'un de connu pour écrire cette chanson. Version française ou pas, I Just Can't Stop Loving You fait un tabac en 1987 dans le monde entier. Michael Jackson doit maintenant réussir le lancement de son album. La bombe Bad est sur le point d'exploser. Des nouvelles de l'ailleurs, d'un extraterrestre nommé Michael Jackson. Voici le dernier 33 tours de Michael Jackson, c'est du cousu main. Le voici, ce nouveau 33 tours. C'est un événement dans le monde du showbiz. Le titre de cet album, c'est Bad. Vous êtes les premiers à voir sa pochette. En argot new-yorkais, Bad, ça veut dire aussi génial. 31 août 1987, fin du suspense. L'album Bad sort enfin dans les bacs du monde entier. C'est l'album le plus attendu de tous les temps, hein, quand Bad sort. Ça fait la une de tous les 20 heures, rappelez-vous, dans tous les pays du monde. Il est attendu comme le Messie. Et quand le disque sort, la question c'est de savoir s'il va égaler Thriller, qu'est-ce qui va se passer. Et tout de suite, quand le disque sort, on ne parle que de ça. En 87, je me rappelle très bien, c'est l'événement. C'est un événement national, c'est comme la venue du pape. C'est vraiment quelque chose qui dépasse le monde de la musique pour être dans le monde du grand public. Pour que l'électrochoc soit complet, Michael Jackson revient avec un clip magistral. La bombe Bad vient d'exploser. Michael Jackson, il a carrément inventé une catégorie de clip qui est le clip de Michael Jackson. C'est une catégorie en soi. C'était son vecteur de communication numéro 1, c'était une manière de toucher la planète entière sans avoir à se montrer et en contrôlant exactement ce qu'il montrait, ce qui était très important pour lui. Regardez le clip qui illustre Bad, du nom de la chanson titre. Aujourd'hui, Michael Jackson sort enfin son nouvel album avec un clip qui a coûté plusieurs millions de livres. Le clip n'est pas signé du premier venu, il a été réalisé par Martin Scorsese, le metteur en scène de Taxi Driver, en exclusivité un extrait de Bad. Il y a clairement l'influence de West Side Story, notamment vis-à-vis de certains aspects de la chorégraphie. C'est West Side Story revisité, en version super moderne. Il y a des passages dans la chorégraphie qui sont extrêmement difficiles, et puis il y en a d'autres qui sont, je dirais, presque simplistes, qui fait que, en fait, monsieur ou madame tout le monde peut s'approprier quelques mouvements, et on sait que ça vient du clip de Michael. C'était sa force, c'était la danse de l'été avant la danse de l'été, quoi. Signé Martin Scorsese, le clip de Bad passe vite en boucle sur toutes les télés. Michael Jackson impose au monde un nouveau son jamais entendu auparavant. La première fois que j'entends Bad, je suis pétrifié. Je suis pétrifié parce que je dis, on ne pourrait jamais y arriver, quoi. C'est-à-dire, j'entends un son qui est lunaire. Il y a vraiment ce côté beaucoup plus tranchant. Le funk classique, qui avait encore beaucoup dans Thriller, a vraiment disparu. J'ai l'impression que c'est une arme sonique, quoi, où on reste comme ça en disant merde. Le nouveau look punk rock de Michael fait également sensation.
Il y a clairement une volonté de casser l'image que Michael avait avec Thriller, avec Bad. Ce qu'il veut à ce moment-là, c'est montrer que c'est pas le genre idéal, comme on le voit en costume blanc sur la pochette de Thriller. Et d'ailleurs, quand on va découvrir la pochette de Bad, ce sera quelqu'un de totalement différent. C'est quelqu'un d'un seul coup qui a un cuir, qui a un regard limite menaçant. Et puis le titre de l'album, Bad, mauvais, graffité en rouge. Bad est un négatif de Thriller. Il suffit de regarder d'ailleurs la pochette. Il a un costume blanc sur Thriller, il a un costume noir sur Bad. Il est blanc sur Bad, il est noir sur Thriller. Le fond est noir et blanc, etc. Donc il y a vraiment une idée de négatif. On ne refait pas la même chose. On fait quelque chose de plus pointu, qui a de l'aspérité et qui est dans l'air du temps. Et l'air du temps de l'époque, c'est ça. Il en a quand même un peu ras-le-bol qu'on le prenne pour un gogo. Maintenant, c'est bon, il a 29 ans. Donc il veut montrer qu'il a son côté viril. Pour renforcer sa virilité, Michael intègre à ses chorégraphies un nouveau mouvement très équivoque. Il veut devenir tellement viril qu'il invente ce mouvement où il se passe la main comme ça devant les parties. Bon, c'est assez étrange. C'était très osé pour l'époque. Et en même temps, c'était amené avec une vraie précision, une belle énergie. Et du coup, ça devenait artistique. C'est-à-dire que quand on faisait, ça faisait waouh. Puis en fait, finalement, voilà, c'est resté encore maintenant. Il y en a qui le reprennent. Il y avait des rumeurs comme quoi il était asexué, que c'était voilà quelqu'un qui n'avait qui avait rien entre les jambes. Bon là, il dit oui, attention, j'ai quelque chose entre les jambes. C'est un punk avec quand même beaucoup de mascara au-dessus de l'œil. Au-delà de son look et de sa gestuelle qu'il veut plus rock, Michael Jackson va également choquer avec les premières paroles de Bad. Le premier mot qu'on entend, la première ligne du premier morceau, c'est Your butt is mine, soit ton cul m'appartient. C'est une phrase qui ne ressemble pas à Michael Jackson et qui marque la cassure avec Thriller. Lors de la préparation de l'album, cette phrase va également poser problème à quelqu'un d'autre, un certain Prince. À l'origine, il voulait que la chanson Bad soit un duo avec Prince. C'était les deux plus grosses stars du moment. Il voulait marquer le coup, il voulait faire quelque chose de spectaculaire. Et il avait imaginé tout un concept autour de la chanson Bad qui serait une sorte de duel en même temps qu'un duo avec Prince. Il y a eu 3 réunions qui ont été organisées. Et la dernière était même assez avancée pour discuter du projet. Et Prince a dit par la suite, un morceau qui commence par Ton cul m'appartient, là il y a un problème parce que c'est pas moi qui vais dire ça, c'est pas toi qui vas le dire sur moi non plus, donc il n'y a jamais eu de duo. Il lui a dit de manière assez courtoise que de toute façon la chanson serait un hit et un numéro 1 sans lui et que ça ne serait pas une grosse perte qu'il fasse pas le truc. Il avait raison sur le côté numéro 1, maintenant ça aurait été fascinant de les voir tous les deux ensemble. Après le son, après le look, l'autre révolution de Bad, c'est le visage de Michael Jackson. Son nez s'est affiné, une fossette est apparue sur son menton et sa peau est devenue presque blanche. Son nouveau look n'est pas terrible, mais son album est top. C'est un grand artiste. Pendant la période Thriller, Michael a eu un succès mondial gigantesque, mais il a quand même été confronté à de nombreuses reprises aux limites qu'il pouvait avoir en tant qu'artiste noir. Il avait vécu ça avec Off the Wall, où il pensait que l'album serait un succès beaucoup plus important, et il a juste été récompensé comme le meilleur artiste noir. Et à chaque fois, c'était ce message, si tu es noir, tu ne pourras pas être plus que ça. Il est clair que Michael voulait faire une musique qui plaisait à tout le monde, aussi bien aux blancs, c'est-à-dire au grand public, avec le pouvoir d'achat, qu'aux noirs aussi. Donc inconsciemment ou consciemment, il y avait cette idée que être noir, c'était une limite, pour toucher un plus grand public. Il dit, pourquoi être que black? Je pourrais être black and white. Et moi j'appelle ça blight. Et en fait il a inventé un concept, blight. Blanc et noir, noir et blanc. Il était les deux. Michael Jackson n'est ni black ni white, il est toutes les races à la fois. Sa maison disque en France a du mal à suivre. On n'a pas vendu le physique de Michael Jackson parce qu'on considérait que c'était quelque chose qui était plutôt gênant pour nous. Il n'y avait pas de cohérence entre la réalité du personnage de Michael Jackson, ce gars qui se faisait blanchir la peau, refaire le nez, etc., et puis sa musique qui était très forte. Il y avait une incohérence. Avec sa peau de plus en plus blanche, Michael Jackson est accusé de renier ses origines afro-américaines. On sait aujourd'hui que la réalité était tout autre. Michael a justifié le changement de sa couleur de peau des années plus tard. Il n'en a pas du tout parlé pendant la période Bad. Et il a justifié ça par
par les effets d'une maladie qui s'appelle le vitiligo, qui donc provoque une décoloration, une dépigmentation de la peau. Seuls ses amis savent à l'époque de quel mal souffre la star. Frank Cascio, qui a rencontré Michael à l'âge de 5 ans, grâce à son père qui s'occupait de l'étage VIP d'un hôtel de New York où séjournait souvent la star, se souvient. Je l'ai vu, j'ai vu son dos ressemblait à celui d'un léopard. Il avait des taches noires partout. Il arrivait à les couvrir sur ses bras, ses jambes et son visage, mais dans son dos c'était trop difficile. Un jour je regardais ses bras et il a tiré sur ses manches comme ça. Parce qu'il était gêné, il a vu que j'avais remarqué qu'il avait des plaques blanches sur les bras. Si on se réfère à sa version, la version officielle, à un moment, il essayait de se maquiller en noir en masquant les taches blanches. Et puis ensuite, les taches blanches étaient plus importantes que les taches noires, et donc c'était plus simple de maquiller en blanc tout le reste, plutôt que de maquiller en noir tout le reste. Mais Michael Jackson ne s'est pas contenté d'utiliser du maquillage pour camoufler sa maladie. On sait aujourd'hui qu'il a employé des méthodes plus radicales. C'est à partir de ce moment-là qu'il va consulter un dermatologue à plein temps qui va travailler pour lui, qui s'appelle Arnold Klein. Le médecin lui a donné ce produit pour blanchir la peau, pour que ça devienne uniforme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que ça donne le vitiligo. Hein. Voilà, ça ressemble un peu à une vache. Hein. Il y a des grosses taches blanches, plus blanc que blanc, en plus blanc qu'un blanc. Et donc il reste quand même des taches noires. Et pour enlever ces taches noires, il appliquait des traitements corrosifs pour enlever le noir. On sait également que Michael avait été très abîmé par l'acné durant son adolescence, d'où sa volonté de changer de peau. Pour la chirurgie esthétique, l'explication remonte à l'enfance de la star. Son père avait l'habitude de traiter de big nose, gros nez, comme si c'était quelque chose d'affreux. Et il lui disait que ça venait pas de son côté de la famille, à lui. Il savait pas d'où ça venait et il trouvait ça laid. Il voulait effacer l'image de son père qu'il voyait dans le miroir quand il se voyait avec ce nez africain-américain qui était celui de Joseph Jackson, son père. C'est quelqu'un qui travaille comme un artiste sur son corps, comme si c'était une œuvre d'art. Donc c'est vrai que ça donne des résultats qui, à un moment, le font quasiment quitter l'humanité, où on a l'impression que c'est plus un être humain, c'est une œuvre d'art, mais une œuvre d'art avec tellement de travail sur la couleur, sur le look, sur la forme, que ça en devient parfois inquiétant. Inquiétant au point que tout le monde, fans et médias compris, veut connaître la vérité. Lorsqu'un journaliste lui demande de s'expliquer, Michael finit par répondre, mais par le biais de son manager Frank DiLeo. Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça vous affecte, toutes ces histoires idiotes que l'on écrit sur vous? Je vais répondre à cette question si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ça me fait du mal, et si ça me fait du mal, je sais que ça fait du mal à Michael. Il est un peu plus blasé que moi à ce propos, mais la plupart des choses qui sont écrites sont vraiment horribles, surtout en ce qui concerne la chirurgie esthétique. La majorité, non, la totalité des rumeurs ne sont que mensonges et fonds de poubelle. Si c'est la seule chose qu'ils savent faire de leur vie, les gens qui écrivent ça sont vraiment des malades. Frank DiLeo nie les évidences et préfère entretenir le mystère sur le visage et la couleur de peau de Michael Jackson. Tout est décidé à l'avance, les questions qui seront posées, les plans de caméra, et Michael exige que son manager Frank DiLeo soit là pour lui venir en aide s'il y a une question difficile et pour botter en touche à sa place. On était habitué à voir ce petit manège. On se doutait que Michael n'allait pas faire une interview vérité comme il l'a fait par la suite, où il allait répondre le plus sincèrement possible aux questions qu'on lui poserait. Tout d'un coup, on se dit, on est peut-être rentré dans le 3e millénaire. Là, on est peut-être devant une certaine forme d'homme du futur, quoi. Le mix de toutes les races de la planète. Michael Jackson a commencé sa mutation et ça marche. Bad est un succès. Le jour de la sortie, le disque se vend à 5 millions d'exemplaires dans le monde, un record. Pour s'assurer de bonnes ventes, Michael Jackson a également orchestré à l'époque une campagne marketing redoutable, sans précédent dans l'histoire de la musique, autour de la sortie de Bad. Pour que l'on parle de lui tout le temps et partout, il s'est façonné un personnage à la limite de l'extraterrestre. Frère fou des 5 Jacksons. Depuis Thriller, album planétaire, le mutant disco façon funk s'est fait retendre la peau et éclaircir le teint. Il a tourné plusieurs vidéoclips garantis au box-office et quelques publicités au goût étrange de Coca-Cola. Mais regardez attentivement cette photo. C'est bien Michael Jackson que vous apercevez allongé dans ce caisson hyperbare. Alors, que se passe-t-il? De quel mal est atteint notre mégastar?
Ou tout simplement, faut-il conclure à une autre opération de marketing? Avant le lancement de Bad, Michael a fait une réunion avec son avocat et son manager, John Branca et Frank DiLeo. Il leur a donné l'autobiographie de P.T. Barnum, l'homme de cirque, en leur disant voilà ce que je veux faire. C'est comme ça qu'il faut marketer mon image et ma carrière. Et ce que dit Barnum, c'est qu'il faut faire des coups de pub, du buzz, comme il le faisait devant ses cirques pour faire entrer les spectateurs à l'intérieur. Il faut créer l'événement, faire des choses comme ça, même si c'est un peu excentrique, même si c'est bizarre. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Bad. Il a inventé quelque chose dont on parle aujourd'hui, c'est un mot à la mode, en 87 personne ne le savait. Il a inventé le buzz. Michael Jackson est juste l'inventeur du buzz. Il devrait y avoir dans tous les dictionnaires, toutes les encyclopédies, un buzz, inventeur Michael Jackson. Première étape pour faire du buzz, se faire rare, car la rareté suscite l'envie. Pour devenir célèbre, il faut essayer de se montrer le plus possible partout et tout ça. Mais une fois qu'on a atteint le sommet, il ne faut pas se montrer trop, parce que là, on commence à en avoir ras la casquette. Lui, il a compris ça 25 ans avant, en disant, il faut que je gère mon image avec la frustration. Je vais créer la rareté pour que l'envie soit toujours la même. Et il refuse tout, parce qu'il sait qu'en distillant, il va durer. Il sait que pour durer, il faut donner du temps au temps. Pour durer, il faut se raréfier. À l'époque Bad, c'était encore cette époque où il pouvait se permettre de ne pas se montrer. Il se montrait à travers ses clips, ses concerts, des photos souvent retouchées. Il contrôlait complètement son image. Et il pouvait se le permettre à l'époque puisque la demande était énorme et il pouvait contrôler tout ce qu'il diffusait. Frank DiLeo savait qu'il ne pouvait pas montrer Michael en interview ou en public autant qu'il l'aurait peut-être souhaité en tant que manager. Donc pour compenser, il va dire on va faire en sorte que tu sois dans tous les journaux avec autre chose. Et cette autre chose, ça va être la presse à scandale. Tout commence un an avant la sortie de Bad. Le 16 septembre 1986, un tabloïd anglais, The National Enquirer, publie à sa une photo de Michael Jackson allongé dans un caisson à oxygène avec ce titre « Le projet secret de Michael Jackson pour vivre jusqu'à 150 ans ». L'article révèle que la star a dormi dans ce caisson à plusieurs reprises. Michael est même interviewé dans l'article. Il affirme vouloir en acheter un pour chez lui afin d'y dormir chaque nuit. Au début, c'était volontaire. Oui, c'était lui et son manager qui faisaient fuiter des infos pour maintenir le buzz en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose que Michael a voulu et a donné aux médias. Les photos étaient floues, il a fallu les refaire et les renvoyer. Donc, c'est incontestable que ça vient de lui. L'article nous apprend aussi que Michael reçoit quotidiennement des électrochocs, prend 50 vitamines par jour et suit un régime végétarien à base de fruits et de graines. Ensuite, il y a eu les ossements d'Elephant Man. Michael voulait acheter, soi-disant, les ossements d'Elephant Man. Ensuite, on le voyait en photo avec son masque sur des chaises roulantes, on le voyait avec un chimpanzé, etc. Toutes ces infos ont été diffusées dans les médias, principalement dans la presse à scandale, et ensuite repris par des médias plus sérieux. Et on contribue à donner une image un peu étrange de Michael Jackson, mystérieux, bizarre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Ça pouvait sembler être une bonne idée au début. En gros, on occupe les médias avec la musique, avec les clips, et même la presse people avec le scandale. Finalement, ça va être contre-productif parce que les gens ne vont se souvenir que du scandale. Ça va vraiment participer au fait qu'on va penser que ce mec-là est un alien, qu'il a rien de normal, quoi. Aux yeux des médias, Michael Jackson devient une créature. La presse lui trouve même un petit surnom, Wacko Jacko. Jacko, le déglingo. Wacko Jacko, ça c'est le surnom terrible qu'il a toujours détesté, qui a un côté presque humiliant, parce que c'est vrai que, en gros, Jacko le dingue, c'est quand même, c'est un petit peu lourd à porter. Un jour, nous étions dans un magasin, déguisés, et soudain, il voit un magazine avec le titre Jacko, le déglingo. Et il nous dit, est-ce que j'ai l'air déglingo pour vous? Et il a jeté le journal. Mais sinon, il essayait de ne pas trop y prêter attention. En Angleterre, les émissions satiriques comme Spitting Image, l'équivalent de Nos Guignols, s'acharnent également sur lui. Dans une parodie du clip de Bad, ils affirment que Michael Jackson est mad, fou. Hey Michael, welcome home. Your monkey's in the fridge, your oven's in the dinner, and your analyst called. Hey, wait a minute! You ain't black! Yes, I am. No, you ain't. Yes, I am. But if you're black, how come you're white? I'll tell you. Well, for a couple of years, I've been reclusive. But now the proof is quite conclusive. I'm mad. I could beat you around the bend. I'm mad. A hamster's my best friend. I'm mad. I'm mad. Yes. I'm sad. I'm not
much good anymore. Yes, jolly good. Come along now, Mr. Jackson. Oh, I'm mad. Yes, of course you are. I'm Mickey Mouse. Yes, you certainly do sound like him, don't you? Que ce soit en mal ou en bien, tout le monde parle de Michael Jackson. La star a réussi son coup, il est partout. Bien sûr, quand son manager est interrogé sur ces rumeurs, il nie tout en bloc. Comment va Michael? Il va bien? Oui, il va bien. Est-ce qu'il sort toujours avec son chimpanzé Bubbles? On n'a pas vu Bubbles depuis quelque temps, mais je sais qu'il n'est pas très loin. Il doit être quelque part. Il a quand même une drôle de réputation dans la presse. Comment il prend tout ça, tout ce qu'on écrit sur lui? Il le prend avec humour. Au bout d'un moment, il n'y a plus que ça à faire. Le bon côté de ça, c'est que ça a créé un énorme buzz et ça a contribué à donner de Michael l'image de quelqu'un d'unique. Le mauvais côté, c'est que la presse à scandale s'est rendu compte que tout était permis avec lui. Si lui-même contribuait des histoires comme ça, il était possible de tout faire. Et à partir de ce moment-là, ils se sont donnés à cœur joie et c'est devenu quelque chose d'incontrôlable. Michael, bizarre? Non, c'est l'homme le plus normal que je connaisse. J'ai lu toutes ces choses et à chaque fois je me dis, est-ce qu'on parle bien de la même personne? Parfois, les gens s'enferment dans une posture où ils sont loin de la vie. Ils n'ont plus la chance d'en profiter et j'espère que ce n'est pas ce qui est en train de lui arriver. Même sa choriste de l'époque, une certaine Sheryl Crow, qui allait devenir plus tard une grande chanteuse elle-même, prend la défense de Michael dès qu'elle en a l'occasion. Est-ce que tout ce qu'on dit sur lui est vrai? Ce sont des inventions, des mensonges. Comme je l'ai déjà dit, nous, ça ne nous intéresse pas tout ça. Les gens écrivent n'importe quoi, car Michael donne très peu d'interviews. C'est pour ça qu'il vous envoie? Oui, mais tout ça est secondaire par rapport à l'artiste qu'il est. Il est tellement incroyable quand vous le voyez sur scène. Touché par ces rumeurs qu'il a en partie alimentées, Michael finit par répondre à ses détracteurs pendant le Bad Tour, la tournée qui accompagne la sortie de Bad. Il publie une lettre ouverte aux médias, écrite de sa main pour se défendre. Comme dit le vieux proverbe indien, ne jugez pas un homme avant d'avoir marché 2 lunes dans ses mocassins. Les gens ne me connaissent pas, c'est pourquoi ils écrivent de telles choses qui pour la plupart ne sont pas vraies. Je pleure très souvent car ça fait mal. Ayez pitié car j'ai déjà beaucoup saigné. Michael était un manipulateur de grand talent, donc il aimait bien faire des trucs et dire après comment avez-vous pu évoquer ça, alors qu'en fait c'était lui qui avait fourni les éléments. Il aimait pouvoir contrôler son histoire, créer sa légende, que ce soit ses informations, ses histoires insolites, mais pas que d'autres les inventent. Michael Jackson multiplie les supports de communication car il s'est lancé à l'époque un défi hors du commun. Réaliser la plus grande tournée mondiale de l'histoire, le Bad Tour. Il est tellement beau! Qu'avez-vous vu? On l'a juste vu et ça suffit! Michael! 12 septembre 1987. Pas de répit pour Michael Jackson. L'album Bad est sorti depuis quelques jours et il entame déjà au Japon sa première tournée mondiale en solo, le Bad Tour. Le Bad Tour, c'était important pour Michael Jackson parce que c'était la première fois qu'il allait être sur scène seul, sans ses frères. Il est tout seul. Il a ses morceaux à lui, et uniquement ses morceaux à lui, et il va quasiment pas jouer des morceaux du passé. Il allait pouvoir faire le meilleur concert qu'on ait jamais vu. C'était vraiment son ambition. Il voulait que la tournée soit la plus grande de l'histoire. Il est super! C'est une sorte de génie. Il est super, c'est mon rêve. C'est une superstar. Michael est devenu grand. Il peut enfin proposer au monde le spectacle dont il a toujours rêvé. Pendant près d'1 an et demi, il va sillonner la planète comme aucun artiste ne l'avait fait avant lui. Ce que j'aime dans les voyages, c'est de voir toutes ces cultures, ces gens, ces enfants. C'est fantastique. Avec le Bad Tour, il a battu tous les records. Ça a été la tournée qui a généré le plus de bénéfices, 125 millions de dollars. C'est la tournée qui a été vue par le plus grand nombre de gens, 4 400 000 personnes, sur 123 concerts dans 15 pays. Donc c'est gigantesque. Il a été en tournée de septembre 87 jusqu'en janvier 89. C'était un marathon. Sur son passage, Michael Jackson emporte tout.
Dès qu'il pose le pied dans un pays, les mêmes scènes d'hystérie se reproduisent. On pourrait dire qu'à chaque fois que Michael Jackson arrive dans un pays, lors de cette tournée, c'est aussi important que le déplacement d'un chef d'État. Mais non, c'est beaucoup plus important. Quand il y a un chef d'État, personne crie et s'évanouit. Là, il y a effectivement autant de monde que pour un chef d'État, mais en plus, un public qui réagit de façon hallucinante. Moi, je ne me rappelle pas du tout de la venue du chef d'État allemand en 1987. Tout le monde se rappelle de la venue de Michael Jackson au Parc des Princes. Donc, c'est plus important que la venue d'un chef d'État, c'est une pop star mondiale. C'est une cérémonie religieuse, il y a quelque chose de mystique dans l'apparition de Michael Jackson à l'époque de Bad. 16 ans après son passage à l'Olympia avec les Jackson 5, Michael Jackson fait une étape à Paris où il doit donner 2 concerts au Parc des Princes. Toutes les caméras du pays sont alors braquées sur lui. Jeune fille de France, l'extraterrestre est dans nos murs. Michael Jackson en concert à Paris à partir de demain soir au Parc des Princes. Sur place, c'est le grand branle-bas de combat pour recevoir la diva. En avant-première de ces 2 concerts du Parc des Princes, Michael Jackpot a offert une partie de cache-cache à la presse française. Presque à l'abri des caméras derrière les vitres teintées de son minibus, Bambi Michael, facétieux, prenait la direction du Crillon où il a établi son QG en compagnie des 120 personnes qui composent l'intendance. Quand le Bad Tour arrive en France, j'ai 18 ans, donc je suis complètement fan, à fond dedans. Mais on n'a pas encore bien intégré le fait que Michael Jackson, on peut peut-être l'approcher. Donc on se limite, on ne va pas au-delà des barrières. Donc on est devant son hôtel, derrière les barrières, et lui est à l'intérieur. On le voit faire coucou de sa fenêtre, et on se contente de ça, voilà. Il y avait cette folie sur la place de la Concorde, sous les fenêtres du Crillon, où il était, où il a fait une petite apparition d'ailleurs, etc. Et tout. Bah, oui, c'était très très fort, très très chaud. Attention, je l'ai vu. On l'a vu. On n'est pas venu en vacances pour rien, moi. J'ai vu une mèche de cheveux, c'est tout. Et encore très rapide. C'était impossible de le voir. Sur scène, le phénomène Michael Jackson prend enfin toute son ampleur. Comment ça va la France? Mélange de pyrotechnie, de danse et de musique live, le spectacle est époustouflant, comme le montrent ces images tournées en partie au Parc des Princes à l'époque. Le show Bad, c'était surprenant parce qu'on n'avait jamais vu quelque chose qui allait aussi loin dans le spectacle. Parce que c'était Las Vegas, Hollywood, tout ça mélangé, avec des effets spéciaux, des feux d'artifice, des maquillages, de la magie aussi. Il avait physiquement cette présence incroyable, ce visage incroyable qui était certes étrange, mais qui était fascinant. Et il y avait cette mise en scène fantastique, ces chorégraphies exécutées à la perfection, cette spontanéité. On était tous bluffés, quoi. On était tous bluffés. On avait juste à copier derrière pour essayer de faire aussi bien. Il n'y a pas de mots pour dire que c'est bien. Ils se défoncent. Au moins, ils se défoncent. Les gens en ont pour leur argent. Et vous, madame, qu'est-ce qui vous a plu? Beaucoup toute la décoration, les lumières, c'était super. J'ai beaucoup aimé, il danse comme un dieu. Voilà. C'est le côté danseur qui vous a le plus charmé. Ah oui, et je le trouve très sexy. C'est vrai. C'était un sacré danseur. Oui, magnifique, magnifique. Et puis on sent qu'il y a en plus du travail, il y a un véritable bonheur d'être sur scène et ça passe d'une manière extraordinaire. Le spectacle en lui-même est absolument fabuleux. Les lumières sont bien faites, il danse comme un dieu. La voix est parfaite. Enfin, je veux dire, c'est plus qu'un spectacle, ça devient le spectacle de l'an 2000. À l'époque, Michael Jackson est le premier artiste à jouer au Parc des Princes, un stade réservé normalement aux matchs de foot. Les 2 concerts font un triomphe. En tout, 128 000 personnes assistent au show, mais il s'en est fallu de peu pour que le succès ne soit pas au rendez-vous. Le premier concert était complet.
Et nous n'arrivions pas avant le deuxième concert. Le deuxième concert, on était, pour le deuxième jour, à 30-35 000. D'accord? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. À partir du lendemain matin, du premier concert, ça a été une folie, un rush total dans tous les points de vente, etc. et tout. Chez nous, il y avait la queue du bureau du 5e étage jusque sur le trottoir. Et le soir, nous étions archi complets. On avait donc vendu pratiquement 30 000 billets dans la journée. Ce rush qu'il y a eu entre minuit, on va dire, et le lendemain soir, 20h, c'est du jamais vu. Michael bénéficie donc d'un bouche à oreille incroyable dès le lendemain de son premier concert à Paris. Pourtant, à l'époque, Johnny Hallyday ne lui fait pas vraiment une bonne publicité. Interrogé à l'issue du premier concert, il critique la prestation de Michael. Il a chanté d'autres chansons en playback complet comme Madonna et moi ça m'a un petit peu gonflé là, ça m'a foutu les moules. Moi je trouve que quand on est un artiste sur scène, on chante pas en playback. Ça fait partie de quelques délires de Johnny. C'est vrai qu'à l'époque ça avait quand même bien choqué. Mais il faut reconnaître, bon il chantait pas en playback Jackson, mais il faut reconnaître une chose, c'est que le Parc des Princes est insonorisable. Personnellement je n'ai jamais assisté à un concert où j'ai un bon son à ces endroits. Et c'est vrai que Johnny, quand on était dans les places VIP, et qu'il recevait des choses qui n'étaient pas bonnes dans les oreilles, quoi. Le Parc des Princes n'était pas du tout fait pour accueillir une star de la pop. Et moi, j'ai souvenir d'un premier morceau qui était Wanna Be Starting Something, où pendant 2 minutes, les gens se demandent quel morceau il joue, tellement on n'entend pas le détail du son, on entend juste une espèce de grosse bouillie avec les basses qui font 3 fois le tour des enceintes, et le son qui est vraiment très très mauvais au départ. Lors de son passage à Paris, Michael Jackson se fait très discret, comme à son habitude. Je ne garde aucun souvenir de Michael Jackson coulisses parce qu'on ne l'a jamais approché. Donc, par le voir passer pour aller à la scène, bonjour, c'est tout. Il n'y a pas eu de balance, il n'y a rien eu, il est arrivé, il est monté, voilà, terminé. À Paris, Michael n'a pas fait beaucoup de sorties. Il est allé au Nain Bleu, un magasin de jouets qui se trouvait rue Saint-Honoré, juste derrière le Crillon. Et il est allé visiter le Louvre. Un des conservateurs du musée est donc chargé par Jack Lang, ministre de la Culture, de faire visiter le Louvre à la star. Il me dit, voilà, il voudrait être seul, donc on fera ça après la fermeture du musée. On va même hâter la sortie des visiteurs avant 6 heures pour qu'ils puissent arriver exactement à 6 heures, et ce sera très étroitement minuté, mais il ne faut pas qu'on sache par quelle porte il rentre, parce qu'il est poursuivi par des fans, et il y a un tel nombre qu'on ne peut pas les faire rentrer au musée du Louvre. Comme convenu, dès 6 heures, Michael débarque au Louvre avec son entourage, suivi de près par une nuée de fans. La star réussit à s'engouffrer dans le musée et la visite commence comme si de rien n'était. Le voyage à l'intérieur du Louvre a pu commencer, un Louvre complètement désert, avec 6 pompiers complètement en extase, qui ne raisonnaient plus, ne pensaient plus à leur travail, ils regardaient juste Michael Jackson. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais vu un personnage créant un tel magnétisme. Jack Lang ne participait pas à la visite parce que Michael Jackson avait demandé expressément qu'il n'y soit pas. Il ne voulait pas d'officiel. Il voulait faire ça simplement. Je pense que Jack Lang l'a assez mal pris. Et donc, s'est instauré à partir de là un dialogue entre moi et Michael Jackson, parce que Michael Jackson m'a dit très simplement, écoutez, je sais que vous avez un temps précieux, mais je voudrais voir 3 œuvres. Et il a choisi 3 œuvres assez raffinées. J'étais très étonné de voir que Michael Jackson avait son idée déjà sur ce qu'il voulait voir au Louvre. On est allé voir Amour et Psyché. C'est une des plus belles sculptures néoclassiques et c'est un marbre magnifique. Et Michael Jackson faisait comme ça autour de la sculpture, il disait « You feel the vibrations ». Il faisait... Et les invités disaient « Yes, yes, I feel the vibrations ». Donc tout le monde était very, very high. Michael demande également à voir l'Endymion de Girodet et le Saint-Sébastien de Guido Reni, dont il a une copie chez lui. Ses invités insistent pour voir la Joconde, mais la star n'y prête quasiment pas attention. 1 heure plus tard, après avoir snobé Léonard de Vinci, Michael quitte le Louvre.
Et chose phénoménale à l'époque, puisqu'il refusait tout contact physique, il a enlevé son gant pour me serrer la main. Et ça, tout le monde s'en souvient au Louvre, parce que tout le monde m'a dit, il ne le fait jamais. Il ne le fait jamais, il fuit complètement le contact, il a été vraiment très généreux. Après son passage à Paris, la star fait également 2 autres dates dans le sud de la France, à Nice et à Montpellier. À l'issue de son bad tour, Michael a engrangé près de 100 millions de dollars et il a relevé son défi, réaliser la plus grande tournée mondiale de l'histoire. Une tournée qui a bénéficié d'une promotion internationale grâce à une célèbre marque de soda. New generation. Michael Jackson et la pub, une histoire qui remonte aux années Thriller. En 1984, en compagnie de ses frères, il s'associe à une célèbre marque de soda. À travers cette publicité, Michael entretient son image de gentil garçon, toujours souriant, qui aime jouer avec des enfants. Une image jeune et lisse qui colle bien avec son personnage à l'époque. Donc comme c'était le goût de la nouvelle génération, il fallait que la nouvelle génération incarne cette marque. Et qui était le symbole de cette nouvelle génération? MJ. On ne peut pas représenter celle qui était là depuis toujours. Il avait signé à l'époque un contrat de 5 millions de dollars avec cette marque à partager avec ses frères. C'était à l'époque un montant énorme, c'était le record de l'époque. Michael aimait battre des records. Pendant les années Thriller, la star ne recule devant rien pour véhiculer son image de gendre idéal. Il va même jusqu'à créer une ligne de peluche à l'effigie de ses animaux. Bubbles le singe, Touki la grenouille, Louis le lama, Jabbar la girafe. L'image de Michael envahit même les magasins de jouets. Le nom Michael Jackson est devenu une licence qui était vendue à qui la voulait et qui permettait de générer du bénéfice. Les années bad vont marquer un tournant dans la communication de Jackson. Désormais, Michael est rock. Et quand il décide de refaire une campagne de pub avec la célèbre marque de cola, il propose au public une nouvelle image, loin de l'adolescent qu'il était 2 ans auparavant. Au revoir les frangins et les chorégraphies simplettes, Michael est devenu un adulte. Dans cette série de spots, Michael est traqué par les fans et les paparazzi comme il l'est dans la vraie vie depuis le succès phénoménal de Thriller. Michael est une rockstar qui fuit la célébrité. Alors, une fois il est en haut d'un building, il saute. C'est du building, c'est normal, puis il retombe sur un truc. Voilà. Après, il vole. Ah, c'est Michael Jackson, donc c'est normal, c'est le nouveau Superman de l'époque. C'est en quelques secondes un espèce de tour du monde avec tous les moyens de locomotion possibles, poursuivi par ses fans, en voiture, en avion, en fusée, tout ce qu'on veut. Tout ça pour, voilà, pour montrer encore une fois que l'événement, c'est Michael qui le crée. Et s'il le crée pour une marque, logiquement, la marque va bénéficier de l'aura de Michael. Michael Jackson va très loin avec cette pub. Il enregistre une version alternative de Bad, son tube du moment, pour accompagner chaque spot. Ce qui est amusant dans le spot de pub pour cette marque de soda, c'est que Michael chante I'm Bad et en même temps il parle de cette boisson pour dire qu'elle est bonne, qu'elle est good. Il va refaire les paroles de Bad pour coller aux publicités. Donc là, on atteint quelque chose qui est vraiment, qui va choquer, mais d'une façon incroyable, tous les tenants de la contre-culture, du rock rebelle des années 70, qui vont dire non, c'est pas possible, là, c'est fou de faire ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui va à l'encontre de ce que devait être la pop musique. Il adapte son œuvre à la demande du public, à la demande de la marque. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son personnage, puisque c'est une marque. Une marque parle à une autre marque. Et donc elles s'entendent. Il allait jusqu'à déterminer dans le contrat le nombre de secondes précis pendant lesquelles on pouvait voir son visage à l'écran. Il voulait vraiment pas que les gens se lassent de son image. C'était très important pour lui qu'il y ait toujours le wow effect quand on voit son visage. On dit, ah. Et c'est vrai que ça marchait, on ne le voyait pas beaucoup et quand on le voyait, on se disait, il est comme ça. Grâce à ce contrat négocié 15 millions de dollars, la nouvelle image de Michael Jackson est diffusée dans le monde entier plusieurs fois par jour, y compris dans des pays jusqu'ici très fermés.
Michael Jackson était précurseur dans des tas de domaines, y compris dans le fait d'ouvrir les frontières. Et le spot Pepsi a été le premier spot américain à être diffusé à la télévision soviétique. Et c'est vrai que cette vidéo, elle était demandée même par derrière le rideau de fer. Mr. Jackson. Le phénomène de Michael Jackson, c'est qu'il est plus fort que la politique, il est plus fort que les mouvements socioculturels et autres, puisqu'il les dépasse, puisque c'est lui qui en est le modèle, il en est l'exemple. C'est lui qui est le tracteur, ça a été la locomotive. Looking for me? Kando wa jidai o kaeru. New generation. Plus qu'un artiste, Michael Jackson est donc une marque. Une marque forte qui n'hésite pas à multiplier les partenariats. Mettre le nom Michael Jackson sur un produit, ça pouvait générer des ventes. On l'a vu avec le soda. Ça a également été le cas avec une marque de chaussures qui était très importante à l'époque, qui ont donc signé un contrat avec Michael Jackson et qui ont fait toute une ligne de chaussures, avec des spots de pub également. C'est le premier qui a inventé le mot multimédia. Il était partout, en même temps et de façon séquencée. Vous ouvriez un canard, vous l'écoutiez à la radio, vous allumiez la télé, vous alliez au cinéma, et dans la rue, il y avait des traces de Michael Jackson partout. Un an après la sortie de Bad, Michael devient la star d'une production hollywoodienne, Moonwalker. Mélange de fiction, de chant, de danse et même de dessin animé, le film est entièrement à sa gloire et fait un carton sur les écrans du monde entier. Aux États-Unis, il ne sort qu'en cassette vidéo, mais bat des records de vente. L'un des sommets de ce film est la chanson Smooth Criminal, où Michael joue les gangsters avec un look à mi-chemin entre Al Capone et Fred Astaire. Le passage le plus emblématique du clip Smooth Criminal, c'est incontestablement le moment où il se penche vers l'avant et qu'il fait ce geste qu'on appelle le lean. Tout le monde a cherché comment il faisait pour pouvoir se baisser comme ça, défier la pesanteur, quoi. Dans le clip, il y avait des câbles qui étaient attachés dans le dos des danseurs qui leur permettaient de se pencher vers l'avant. Ces câbles étaient très très fins, donc on ne pouvait pas les voir à l'image. Lors du Bad Tour, Michael ne peut donc pas refaire ce mouvement sur scène. 5 ans plus tard, il finira par trouver une astuce pour le réaliser, qu'il alla même jusqu'à breveter. Un secret révélé il y a peu sur Internet. Il s'agit tout simplement de porter des chaussures dont le talon comporte un orifice. Et ensuite, pendant la chorégraphie, Michael et ses danseurs se plaçaient dans des cales qui permettaient de savoir à quel endroit le trucage devait fonctionner. Et sous la scène, il y a une sorte de tige métallique qui s'enclenchait dans le talon de la chaussure et qui maintenait donc la chaussure au sol pendant ce mouvement où il se penchait vers l'avant. Ensuite, il se redressait, la tige métallique se retirait et il pouvait reprendre la chorégraphie sans que personne s'en rende compte. On pensait que c'était un tour de caméra en fait. On pensait que c'était la caméra qui avait tourné. Je sais pas, c'est génial parce que ça nous a tous fait travailler notre imaginaire. Pour qu'on visualise le trucage, ça reviendrait à porter des chaussures de ski avec des skis et de se pencher vers l'avant. Le pied est fermement fixé au sol et ça permet de supporter le poids du corps vers l'avant. Ce nouveau mouvement où Michael défie la gravité devient l'un des sommets du film Moonwalker. Michael devient également une star du grand écran. À la même époque, et afin d'être présent sur tous les supports, il sort également son autobiographie intitulée Moonwalk, où il livre enfin sa vérité sur les femmes. À partir des années Bad, les médias vont s'intéresser de près à la vie sentimentale de Michael Jackson. Il a maintenant 29 ans, c'est un homme riche, beau, célèbre et pourtant, il est officiellement célibataire. Ses idylles passées avec la jeune actrice Tatum O'Neal ou encore Brooke Shields paraissent bien loin. Pour lui, il y avait deux sortes de femmes. Il y avait soit la gentille bécasse qui l'amène au cinéma et qui tient par la main. Et puis autrement, cette image de la femme un petit peu terrifiante, qui est très agressive sexuellement, qu'on voit dans Dirty Diana. Dans cette chanson parue sur l'album Bad, Michael part d'une certaine Diana, une femme qui le harcèle et qui cherche à tout prix à le mettre dans son lit. Cette femme lui veut du mal.
won't you just let me be? I've been here times before, I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. She got me Dirty Diana, une femme trop sexuelle pour Michael. À l'époque, tout le monde croit qu'il parle de Diana Ross, sa marraine dans le métier. Michael s'est défendu en disant que ça n'avait rien à voir avec Diana Ross, que c'était une chanson sur les groupies et qu'il avait choisi le prénom comme ça. La vérité est un petit peu différente, c'était pas anodin, c'était effectivement une petite pique à l'égard de Diana Ross. Michael lui en voulait un peu de l'avoir éconduit. Il aurait aimé avoir une relation avec elle, il n'avait pas apprécié qu'elle épouse à ce moment-là, je crois que c'était un Norvégien, milliardaire norvégien, et il avait senti ça un peu comme une trahison. Donc il n'y a pas de rapport entre les paroles de la chanson et Diana Ross, mais le titre de la chanson est en rapport avec Diana Ross. Cette image de la femme fatale qui utilise le sexe comme une arme revient souvent dans l'œuvre de Michael Jackson. Une image traumatisante qui remonte à l'enfance de l'artiste. Le rapport de Michael avec la sexualité, ça commence effectivement avec ses frères, quand ils sont en tournée, qui eux vont se faire des fans, des groupies. Et Michael, comme il partage la chambre à l'époque avec ses frères, avec un de ses frères, qui va être le témoin involontaire des frasques de ses frères. Comme introduction à la sexualité, je pense qu'on a vu mieux. Ce traumatisme ne l'a jamais quitté au point que certains le pensaient asexué. À 5 ans, si vous êtes traumatisé par quelque chose comme ça, vous pouvez très bien devenir asexué. Je pense que Michael aimait l'esthétique des femmes. Michael était quelqu'un qui aimait l'esthétique. Michael aimait s'entourer de jolies femmes. Le 16 juillet 1988, Michael est à Londres pour ses concerts à Wembley et il va être présenté à une très jolie femme, gracieuse comme il les aime. Ça vous fait quoi de rencontrer la princesse ce soir? J'ai vraiment hâte. Cette femme, qu'il va à peine oser regarder en face, c'est la princesse Diana. Une rencontre pleine d'émotions que Michael a racontée quelques années plus tard. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à Londres, avant un concert. Elle était très gentille, très attentionnée, très douce. De quoi avez-vous parlé? J'ai écrit une chanson qui s'appelle Dirty Diana. Ce n'est pas sur Lady Diana, mais sur certaines filles. Elles suivent les concerts, elles vont dans les clubs. On les appelle des groupies. J'ai connu ça toute ma vie. Elles font tout ce que vous pouvez imaginer avec le groupe. Et j'ai donc écrit cette chanson, Dirty Diana, mais j'ai voulu la retirer du concert par respect pour son Altesse. Et là, elle m'a pris à part et m'a dit « Allez-vous chanter Dirty Diana ?» J'ai dit non, je l'ai retirée du spectacle. Et là, Diana m'a dit « Mais si, je veux que vous la fassiez, faites-la, chantez cette chanson. » Elle avait de l'humour en fait. Oui, beaucoup. Elle m'a dit qu'elle était honorée de me rencontrer. Et je lui ai dit que moi aussi. Ce soir-là, Michael Jackson a bel et bien chanté Dirty Diana. Et une grande amitié est née entre la princesse et lui. Finalement, on a beaucoup parlé à peu près à la même époque de la rencontre entre Chirac et Madonna avec la petite culotte offerte. Mais le vrai événement, médiatiquement parlant, d'un point de vue tabloïd, c'est la rencontre entre Lady Di et Michael Jackson, qui sont les deux personnes les plus traquées à l'époque par les médias, les tabloïds. He would have loved to be with Lady Diana. Il aurait adoré être avec Lady Diana. Elle incarne et représente tout ce qu'il aime chez une femme. Elle est intelligente, elle est belle, elle est humble, elle a un cœur gros comme ça avec toutes les œuvres caritatives dans lesquelles elle s'est impliquée. Ses efforts philanthropiques dans le monde, pour lui, ça c'était sexy. À la même époque, une autre femme va bouleverser Michael.
Comme Lady Diana, elle est jeune, belle et séduisante, et a priori, elle ne cherche pas à le mettre à tout prix dans son lit, comme ces vilaines groupies qu'il décrit dans ses chansons. À l'époque Bad, il n'y a pas vraiment de relation connue entre Michael et les femmes. La chose qui se rapprocherait le plus d'une relation amoureuse, c'est la petite idylle qu'il a eue avec Tatiana Thompson, qui est une danseuse qui avait été recrutée pour apparaître dans le clip The Way You Make Me Feel. Elle était très amoureuse de lui, elle l'a poursuivi de ses assiduités pendant quelques années. Et la relation en fait un peu culminé pendant un des concerts du Madison Square Garden, du Bad Tour, où elle était sur scène. Elle jouait le rôle de la fille de The Way You Make Me Feel, qui passe sur scène et que Michael poursuit. Et à un moment, elle l'attrape par la chemise et elle l'embrasse sur scène devant tout le monde. Et il y a des photos pour le prouver. Un baiser qui va coûter très cher à Tatiana. Dès sa sortie de scène, le manager de Michael, Frank DiLeo, furieux, la vire de la tournée. Michael est célibataire et doit le rester aux yeux du grand public, comme les Beatles ou encore Elvis en leur temps. Ils ne sont jamais sortis ensemble, mais il l'a trouvée ravissante. Pour lui, c'était la plus belle femme au monde, ou du moins l'une d'entre elles. C'est vraiment dommage car Michael était attiré par les femmes. Michael n'était pas gay. Il était vraiment attiré par les femmes. Dans Moonwalk, son autobiographie parue 1 an après la sortie de Bad, Michael livre sa vérité sur les femmes. Mes histoires d'amour n'ont jamais eu le dénouement que je cherchais. Il y a toujours un obstacle qui m'a empêché d'être heureux avec les filles que j'ai aimées. Ce que je partage avec des millions de gens n'est peut-être pas ce que je peux partager avec une seule fille. 10 ans après ses propos, Michael finira par trouver son équilibre. Il deviendra même père de 2 puis 3 enfants. Mais à l'époque de Bad, il n'était pas encore tout à fait un adulte. Il avait beau se faire passer pour un homme viril et séducteur, dans sa vie privée, il était encore par bien des aspects un enfant. Vous savez quoi, je n'ai jamais vu Michael comme un adulte. Je ne l'ai jamais vu comme un enfant non plus. Pour moi, il n'avait pas d'âge, c'était juste Michael, l'homme sans âge. C'est ce que les gens n'ont pas bien compris chez lui. C'était un enfant parce qu'il n'avait pas eu le temps d'être enfant. Et il avait envie de jouer encore au train électrique par moment, et il avait envie tout ce qu'il n'avait pas pu faire quand il était petit. Je me souviens, une nuit, je me réveille, un peu endormi, je vois un chimpanzé devant moi. Je pensais rêver, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le singe saute sur le lit de mon frère, qui hurle de peur. Et là, je vois Michael mort de rire dans un coin de la chambre. Les enfants ont toujours été les meilleurs amis de Michael. Et c'est pour eux, et un peu pour lui, qu'il achète en 1988, 1 an après la sortie de Bad, un lieu où il va enfin pouvoir être lui-même. Un lieu qui va devenir sa demeure et son parc d'attractions privées, Neverland. Un an après la sortie de Bad, il reste un dernier rêve que Michael souhaite réaliser. Il a 30 ans et il veut se faire construire sa maison ou plutôt son royaume où il pourra vivre comme il le souhaite à l'abri des regards indiscrets. Au début de la période Bad, Michael habite toujours dans la maison familiale des Jacksons à Encino. Donc dans la maison, il y a encore sa sœur Latoya qui habite, il y a sa mère, il y a son père, mais il lui manque encore un petit peu d'intimité. Et donc il décide d'acheter une résidence un peu plus grande et un peu plus à l'écart de sa famille pour avoir plus de tranquillité. Le 11 avril 1988, Michael Jackson achète enfin sa liberté. Il s'offre une propriété de 1400 hectares à 200 km de Los Angeles pour un montant de plus de 17 millions de dollars. Le Sycamore Ranch, qui est par la suite devenu Neverland, Michael l'a vu pour la première fois en 83 pendant le tournage du clip Say 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 avec Paul McCartney, qui a été tourné près de là, et il est tombé amoureux de l'endroit. Avant de signer le contrat de propriété, Michael Jackson est contraint de faire un marché avec Frank DiLeo, son manager. Il voulait vraiment Neverland. Il pouvait largement se l'offrir, mais c'est là que Frank DiLeo a été formidable. Il l'a protégé. Il lui a dit, si tu veux Neverland, tu vas devoir repartir en tournée.
C'est une histoire vraie. Frank voulait être sûr que Michael ait suffisamment d'argent pour maintenir son train de vie, qu'il s'enrichisse et qu'il n'ait jamais de problème. Michael s'offre donc son rêve à condition qu'il continue à remplir les caisses. Le bateau repart pour un tour et les travaux commencent à Neverland. Les images que vous voyez sont très rares, les caméras n'étaient presque jamais admises au sein de la propriété. Quand Michael achète Neverland, il sait tout de suite ce qu'il va en faire. Il l'appelle Neverland quasiment instantanément. Neverland, c'est le pays magique de Peter Pan, où il conduit les enfants la nuit. Et donc il a dans l'idée de construire une sorte d'hôtel à son enfance perdue. Donc un endroit merveilleux où tout est permis, où quand les enfants viennent, littéralement il n'y a pas de règles, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, manger des bonbons, se coucher tard, jouer toute la journée. Il n'y a pas de contraintes pour les enfants. Je ne peux pas aller au parc, alors j'ai créé Neverland, avec mon espace aquatique, mon cinéma, mon parc d'attractions, et tout ça c'est rien qu'à moi. Neverland, ça va être l'accomplissement du rêve enfantin de Michael, qui est un petit peu le Peter Pan des temps modernes, c'est-à-dire un endroit où il pourra faire tout ce qu'il veut, qui va être son parc d'attractions, son monde, et qui va être aussi là où il va le plus se fermer du monde, puisque quand il sera dans Neverland, il sera vraiment dans le monde de Michael. Là, d'un seul coup, avec Neverland, c'est stop, non, finalement, ce qui me plaît, c'est le monde des enfants, laissez-moi tranquille. Pour les rares personnes qui ont pu s'y rendre, Neverland était un paradis, surtout si on était un enfant. Images inédites et visites guidées des lieux avec Frank Cascio, qui a séjourné régulièrement sur place pendant 15 ans. Quand on arrivait, il y avait une pancarte « Bienvenue à Neverland » et un autre panneau qui disait « Attention, aire de jeu pour enfants ». On entrait, les portes s'ouvraient et on apercevait un petit train et des fontaines d'eau. Dans le parc, un peu partout, on entendait de la musique classique magnifique, comme du Claude Debussy, mais aussi des musiques de dessins animés Disney. La maison principale était sur la droite et les maisons des invités sur la gauche. Entre les deux, il y avait de magnifiques statues en pierre. Il avait aussi un éléphant appelé Gypsy, un cadeau d'Elizabeth Taylor. Il avait 2 autres éléphants et des girafes. Il aimait beaucoup ces animaux. Il les aimait tous. Sur sa propriété, Michael se fait également construire un immense parc d'attractions avec une grande roue, un carrousel, des toboggans. 90 personnes sont chargées chaque jour de faire tourner la machine à rêve. Suijiru est l'un des rares fans français de Michael à avoir pu séjourner à Neverland il y a une dizaine d'années. Quand on était invité comme ça par Michael, on faisait ce qu'on voulait. Donc si on voulait aller faire du jeu vidéo, si on voulait courir, si on voulait sauter par la fenêtre, on pouvait nous laisser faire ce qu'on voulait, quoi. Il prenait soin de nous tout le temps. Ou il demandait à quelqu'un de nous accompagner pour faire un tour à Neverland, pour faire un tour dehors et tout ça. Il était ultra attentionné. Il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait de nous, il y avait 90 personnes. Donc il y avait des gens pour tout. Tous les endroits de Neverland, il y avait toujours quelqu'un, des pompiers, des jardiniers, des gens pour la fête foraine. C'était unique en fait, c'était le mélange d'une propriété d'un milliardaire avec l'esprit d'un enfant. Au fil des années, Neverland va devenir la prison dorée de Michael Jackson. C'est dans ce lieu magique qu'il a construit à son image que vont naître les pires rumeurs à son sujet, celles qu'il accuse d'être un pédophile. Des faits pour lesquels il a été depuis reconnu non coupable. Je connais Michael depuis que j'ai 4 ans. Mes frères et mes sœurs avons toujours dormi dans sa chambre. Et rien de déplacé ne s'est jamais passé. Jamais nous n'avons eu ne serait-ce que le sentiment que quelque chose de déplacé pouvait se passer. Michael n'était pas un pédophile. Aujourd'hui, Neverland a été vendu et démantelé. Un drame pour les fans, car Michael rêvait qu'il soit un jour transformé en un immense musée à sa gloire, comme Elvis Presley avec Graceland. Je me souviens très bien d'une fois où nous étions dans sa voiturette de golf et il a commencé à jouer les guides touristiques, comme si nous étions ses invités. Et il disait « Sur votre gauche, vous allez apercevoir l'endroit où Michael Jackson organisait des batailles de bombes à eau et où il battait tout le monde. Il l'a construit dans ce but. Il voulait en faire un musée, un Graceland, que les gens pourraient venir visiter.
come and visit. Neverland, un lieu dédié à l'enfance qui à l'époque de Bad fait un peu tâche dans le nouvel univers rock de Michael Jackson. Finalement, là où on s'aperçoit que tout le marketing de Bad pour le vendre comme quelqu'un d'un petit peu menaçant en cuir, même lui-même n'est pas totalement entré dedans, puisque juste après la tournée Bad, le fait qu'il ait Neverland et le fait qu'il revienne à quelque chose de plus Peter Pan, on voit que lui-même n'y croyait pas vraiment, c'était vraiment une stratégie. À tous les enfants, je vous aime, merci. Le vrai Michael Jackson n'est pas du tout Bad. Cette image qu'il s'est façonnée pendant ces années-là est finalement à l'opposé de ce qu'il est vraiment. Un homme et un artiste sensible préoccupé par l'avenir des enfants et de la planète. Finalement, la chanson de l'album Bad qui est la plus en phase avec lui, c'est Man in the Mirror. C'était un hymne qui correspondait tout à fait à ses idées et il avait besoin d'une chanson comme ça, il voulait une chanson comme ça, qui ait une certaine portée. Man in the Mirror, ça m'évoque à un moment donné ce rôle planétaire qui est en train de lui tomber sur les épaules. Ça fait écho un peu à ce que Kennedy disait, une phrase célèbre de Kennedy, c'est si tu veux faire un changement dans le monde, si tu veux que le monde change, commence par te changer toi-même. Et c'est vrai que ça résonne chez tout le monde, c'est quelque chose qui est très fort. Dans cette chanson qui a toujours été sa préférée, Michael délivre son message envers l'humanité. C'est presque le kitsch américain, mais c'est tellement bien fait que on dit bah ok, je vais la manger cette meringue parce qu'elle a l'air juste trop bonne quoi. Allez hop. D'un seul coup, il se prend pour un nouveau messie quand même. Il pense que maintenant, sa mission, c'est de sauver le monde, c'est de rendre le monde meilleur et de débarrasser toutes les saloperies qui traînent. Donc, une nouvelle fois, ça rend fou, puisque le message, c'est « I'm bad, je suis mauvais, je suis quelqu'un d'un peu menaçant ». Et pourtant, il se prend pour quelqu'un d'assez christique, finalement, quelqu'un qui peut rendre le monde meilleur. Si je pouvais vous accorder un vœu, lequel serait-il ? Il y en a tellement, mais le principal, le plus important, c'est tout simplement de rendre le monde heureux et de faire en sorte qu'il soit en paix. C'est pour cette raison que je fais ce métier. Les années Bad, 3 années charnières dans la carrière de Michael Jackson qui se terminent en apothéose un soir d'avril 1989 lorsque Liz Taylor, son amie de toujours, lui remet un prix et le surnomme pour la première fois le King of Pop. Bad restera comme le couronnement, enfin un des nombreux couronnements d'une carrière qui a quand même continué longtemps après, mais qui n'a peut-être jamais été aussi loin et aussi haut qu'avec cet album. Bad, ça a été la confirmation que Michael Jackson était le numéro 1, le King of Pop. Dans la carrière de Michael Jackson, Bad reste pour moi l'album de l'apothéose technologique. Et c'est l'album à partir duquel il va redescendre. Donc ça reste son sommet. Il méritait ce titre du King of Pop au moment de Bad, mais il a perdu sa couronne par la suite. Durant les années Bad, le roi de la pop est également devenu le roi de la com à outrance. Le personnage rock et viril qu'il s'est inventé était finalement à milieu de celui qu'il était vraiment. Le virage peut-être a été un petit peu loupé, où il voulait se montrer plus méchant, et que en fait c'est pas totalement accepté que Michael Jackson se présente comme quelqu'un qui peut traiter ce genre de sujet. Il va passer dans un autre monde en fait, il va rentrer dans Michael Land, il va devenir vraiment cette espèce de mythe, de personnage complètement mythologique. Michael Jackson a quitté la terre ferme et ne sera plus jamais vraiment le même. Après cet album, vendu à ce jour à 45 millions d'exemplaires, il va d'ailleurs renouveler sa garde rapprochée. Quincy Jones, son producteur qui a façonné ses 3 premiers albums solo, ne travaillera plus jamais avec lui. Frank DiLeo, son puissant manager, sera licencié après un différend financier autour du film Moonwalker.
il reviendra dans l'entourage de Jackson vers la fin de sa vie. Seul Bruce Widion, son ingénieur du son, continuera à travailler sur ses albums suivants. La plupart de mes rêves sont devenus réalité et j'en suis très heureux. Mes rêves se sont concrétisés. J'ai vraiment beaucoup de chance. Musicalement, le King of Pop continuera à proposer des albums et des tournées incroyables, mais la chance finira par le quitter. Même si son innocence a été prouvée, sa légende sera ternie par les affaires que l'on connaît. Finalement, les années bad, ces années où Michael s'est éloigné de celui qu'il était vraiment, préfigurent les années difficiles qu'il s'apprêtait à vivre. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow